Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui s'adresse aux personnes qui souhaitent débuter avec le jeu de Petit Mademoiselle Lenormand. Et donc c'est une vidéo pour vous aider à choisir un jeu qui facilitera l'apprentissage, c'est-à-dire un jeu qui ne vous rajoutera pas de difficultés. Donc le jeu de Petit Mademoiselle Lenormand, c'est un jeu en 36 cartes, quand on a un jeu traditionnel. Où vous allez toujours retrouver les 36 mêmes symboles sur les cartes. Donc ça, c'est vraiment pratique parce que il existe des petits Lenormand illustrés par plein d'illustrateurs et artistes différents. Et du coup, il y en a pour tous les goûts et ça, c'est vraiment top. Et parmi tous ces jeux, eh bien, ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils ont tous les mêmes significations. Donc, vous pouvez avoir des petits Lenormand illustrés par différentes personnes. Eh bien, ça ne change rien parce que vous aurez toujours les mêmes significations et donc vous ne serez pas perdu. Donc ça, c'est vraiment un des avantages premiers du Petit Lenormand. Et puis, autrement, c'est un jeu divinatoire, donc plutôt prédictif, qui va vous permettre de répondre à toutes sortes de questions concernant votre vie quotidienne. Donc on peut avoir des choses assez précises avec un Petit Lenormand et je trouve que c'est un système vraiment très sympa à utiliser. Donc, sur des cartes de Petit Lenormand, traditionnellement, vous allez avoir un symbole au centre de l'illustration, un numéro allant de 1 à 36 qui va représenter le numéro de la carte dans le système Petit Lenormand, un insert avec une carte à jouer, et puis dans certains jeux un peu plus traditionnels, un peu plus vieillots, on va dire, vous avez un petit quatrain sur le côté, un petit poème qui va vous donner un petit peu l'ambiance de la carte et sa possible interaction avec d'autres cartes. Donc, premier conseil de tous, lorsque vous allez choisir votre premier jeu de Petit Mademoiselle Lenormand, prenez un jeu avec lequel vous aurez envie de travailler, parce que vous n'allez pas devenir cartomancien en 24 heures. Donc, vous allez avoir besoin de travailler et de pratiquer pour affiner au fur et à mesure votre technique. Et donc, si vous avez un jeu qui vous fait plaisir, un jeu voilà, que vous avez envie de sortir, eh bien, vous allez plus progresser que si c'est un jeu où quand vous le sortez, vous faites « ouais, non, bon, allez, demain ». Voilà. Donc, je vous recommande quand même de choisir quelque chose qui vous plaît. Voilà, c'est plus agréable lorsqu'on a besoin de travailler avec. Maintenant, ça, c'est valable pour n'importe quel oracle, tarot, Petit Lenormand. Maintenant, plus spécifiquement pour le Petit Lenormand, si vous voulez être dans une phase d'apprentissage, il y a certaines choses qui permettent d'éviter de rajouter de la complexité. Donc, le premier conseil dans cette optique, ça va être de choisir des cartes qui soient les plus simples et épurées possibles. Je m'explique. Lorsque vous allez utiliser votre Petit Lenormand, ou quand vous allez regarder les cartes pour choisir un jeu, il faut que au premier coup d'œil, vous soyez capable d'identifier les 36 symboles du Petit Lenormand. Donc les symboles sont les suivants: le cavalier, le trèfle, le bateau, la maison, l'arbre, les nuages. Ah, c'est presque... Oh le serpent, le cercueil, le bouquet, la faux, le fouet, la verge ou le balai, les oiseaux, l'enfant, le renard, l'ours, les étoiles, la cigogne, le chien, la tour, le jardin, le mont, les chemins, les souris, le cœur, l'anneau, le livre, la lettre, le monsieur, la dame, le lys, le soleil, la lune, la clé, les poissons, l'encre et la croix. D'accord? Donc, si vous avez du mal à reconnaître ces symboles sur les cartes, déjà, c'est que ce n'est peut-être pas un Petit Lenormand qui est idéal pour débuter, pour commencer. Ça ne veut pas dire qu'en définitive, c'est un mauvais jeu. C'est simplement que ce ne sera pas le plus aisé, le plus simple pour débuter. Donc, première chose, voilà, vous devez pouvoir identifier facilement les symboles qui sont au centre de la carte. Deuxième chose,
toujours dans une optique de rendre le jeu le plus lisible possible, préférez des jeux avec des arrière-plans assez neutres, assez simples, des bordures limitées. Voilà, pas trop de choses qui vont venir étouffer le symbole qui est au milieu de la carte. Parce que sinon, eh bien, ça devient plus compliqué de repérer quelle carte est laquelle. Et vous allez voir que ça peut vite être un petit peu embêtant lorsqu'on utilise le petit Lenormand. Alors, pourquoi c'est important de pouvoir reconnaître ces cartes au premier coup d'œil? Déjà parce qu'on ne veut pas les confondre les unes avec les autres, évidemment. Et puis, on a certaines cartes aussi qui vont être des sortes de cartes maîtresses qui vont représenter des domaines de nos vies. Donc, par exemple, si je me pose des questions concernant ma famille ou concernant mon logement, je vais sortir la carte de la maison. Pour la santé, je vais utiliser la carte de l'arbre. Pour le travail, la carte du renard. Pour les finances, la carte de l'ours. Ensuite, pour représenter le consultant ou la consultante, on verra que ce sont les cartes hommes et femmes. Pour les émotions, les sentiments, le cœur. Pour connaître la santé de mon couple, l'anneau. Voilà. Et donc, j'ai la carte du consultant si je suis un homme, ou de la consultante si je suis une femme, et l'autre personnage représentera mon autre, hein, la personne dont je suis la plus proche. Voilà, voilà, voilà. Donc, il est important de pouvoir les repérer rapidement dans votre paquet de cartes. Et puis, lorsque vous allez progresser dans le petit Lenormand, au départ, vous allez commencer avec des petits tirages à 2 cartes, 3 cartes, peut-être une ligne de 5, puis petit à petit un tableau de 9 cartes, donc 3 x 3. Et puis au fur et à mesure voilà, que vous prenez de la confiance, vous allez sans doute vouloir tenter le grand tirage du petit Lenormand qui s'appelle le grand tableau pour lequel on utilise toutes les cartes du jeu. Donc ce fameux grand tableau, il y a plusieurs manières de le disposer. On peut le disposer en faisant comme sur cette image, 4 lignes de 9 cartes, si on suit plutôt la tradition allemande, ou si on suit la tradition française, on va faire 4 lignes de 8 cartes. 1, 2, je vais essayer de les monter le plus haut possible parce que vous allez voir pourquoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Donc je place toutes mes cartes comme ça. Donc normalement, quand je fais un grand tableau, j'ai battu mon jeu et coupé les cartes. Et après, je les prends comme ça, dans l'ordre où ça vient. Voilà, je ne cherche pas à piocher dans un ordre particulier, je les étale dans l'ordre où ça arrive. D'accord? Donc hop, je fais mes lignes de 8, hein, ça prend un certain temps. J'essaie quand même de faire un truc pas trop désorganisé pour bien vous montrer. Donc je ne vais pas vous expliquer comment lire le tirage, hein, c'est pas le but de la vidéo, mais ça va me permettre d'argumenter sur les choix que l'on peut faire pour choisir ces cartes. On arrive à la dernière ligne de 4, enfin de 8, et avec les 4 cartes qui va nous rester, on va faire une ligne de 4 au centre. Cette ligne de 4, on l'appelle la ligne de la destinée. Voilà, donc elle donne une importance particulière aux dernières cartes. Donc hop, je vais orienter un peu comme ça, je vais réduire la taille pour vous montrer. Donc, oula, vous voyez, c'est quand on a toutes ces cartes qui sont sur la table, on a beaucoup d'informations. Donc, plus votre jeu il a un design simple et épuré et reconnaissable, plus ça va être lisible pour votre œil, plus ça va être naturel et rapide. D'accord? Je sais que mon travail avec le renard, il est là, mon ours avec l'argent, il est là. Mon anneau pour le couple, il est là. Ma maison, elle est là. Mon arbre, il est là. Voilà. Si j'ai des cartes qui sont simples dans leur esthétique, ça va être facile et rapide. Si j'ai des choses avec plein de
de fanfreluches et de, je sais pas, de bordures tarabiscotées, d'éléments dans tous les sens, d'arrière-plan compliqués, ça va être beaucoup moins lisible. Donc voilà, on préfère une esthétique simple et épurée. Et puis, autre chose que vous pouvez voir, si vous ne devez acheter qu'un seul jeu dans un premier temps et que vous comptez quand même faire ce tirage, il vaut mieux choisir un jeu avec des cartes les plus petites possibles parce que eh bien, ça prend beaucoup de place comme vous pouvez le voir. Donc plus le jeu va être grand, plus il va vous falloir une grande table ou alors peut-être faire par terre ou sur votre lit, mais c'est pas très pratique ni très confortable. D'accord? Hop. Je vais réduire pour, hop là, pour remettre bien. Allez, tiens, s'il te plaît. Donc voilà, l'importance du coup de choisir des petites cartes, ça c'est... Voilà, c'est préférable si vous souhaitez un jour faire ce tirage. Après, tout dépend de l'optique de ce que vous voulez faire. Si vous n'avez pas envie de faire ce tirage, la taille des cartes, on s'en fiche un peu. Et si vous avez pour optique d'acheter plusieurs jeux par la suite, bah, si votre premier jeu il a des cartes un peu plus grandes, c'est pas grave. Vous voyez, vous utilisez celui qui a des cartes un peu plus grandes pour faire des tirages à 3 cartes, 9 cartes. Et puis le jeu qui a des petites cartes pour faire le grand tableau. Hein? Donc ça dépend de l'optique que vous avez. Mais j'ai envie de dire que si pour l'instant vous partez sur l'achat d'un seul jeu, privilégiez un jeu avec des petites cartes. Alors, quel est le format justement de ces cartes? C'est un format tout à fait particulier. Vous voyez, les cartes, elles font à peine la taille de la paume de la main. Donc, ne vous attendez pas à recevoir un gros jeu. Hein. La plupart des vrais petits Lenormand ont cette petite taille. Donc, de plus en plus, il y a des illustrateurs qui s'intéressent à la cartomancie qui publient eux-mêmes leurs jeux. Et donc, très souvent, on a quand même des formats un peu plus grands que ce format traditionnel. Donc, du coup, on va avoir souvent un format poker ou carte de bridge. Donc, il faut bien se dire que ça prendra un petit peu plus de place que ça. Donc, voilà. Alors, sinon, les numéros qui sont en haut des cartes, donc je vous ai dit que c'était pour indiquer le numéro dans le système Lenormand. Donc ça va vous permettre de vous dessiner aussi un petit schéma comme ça qui va représenter le grand tableau avec les cartes dans l'ordre pour faire un schéma de ce que l'on appelle les maisons. Donc par exemple, la première position ici, c'est la maison du cavalier, la maison du trèfle, la maison du vaisseau ou du bateau, la maison de la maison de l'arbre, et ainsi de suite. Et quand vous allez battre votre jeu et disposer votre jeu, eh bien, quand vous allez poser une carte sur une maison, ça va déjà vous faire une première association de cartes. Et on peut avoir des questions associées à chacune des maisons. Par exemple, ce qui est en maison du cavalier, c'est ce qui arrive vers moi. Si j'ai posé par exemple le trèfle sur la maison du cavalier, bah, je vais plutôt avoir des énergies positives qui arrivent vers moi. Si en revanche, je mets la croix sur la maison du cavalier, bah, j'ai plutôt des choses douloureuses ou désagréables qui arrivent vers moi. Donc du coup, voilà, c'est pour ça aussi que c'est pratique d'avoir ces petits numéros. Et puis ça vous permet aussi de remettre votre jeu dans l'ordre si vous avez eu un tirage un petit peu particulier et que vous voulez remettre à zéro le jeu. Alors, ensuite, sur nos cartes, donc je vous ai dit petit format, on a les numéros, on essaie de garder un design le plus simple et épuré possible. Et puis, on évite d'avoir des personnages là où on n'est pas censé en avoir. Donc, les seules cartes, normalement, où vous devez avoir un personnage, c'est le cavalier, l'enfant, le monsieur et la dame. Si vous en avez sur d'autres cartes, ils n'ont rien à faire là. Pourquoi ça peut être problématique? Je vais vous montrer. Alors là, j'ai un livre que j'ai. En fait, j'avais voulu commander ce petit Lenormand parce que je trouvais les illustrations jolies. Et en fait, j'ai reçu le livre et le jeu n'est plus édité. Bon, c'est pas grave parce que ça va me permettre de vous montrer des choses intéressantes. Dans ce jeu, mais c'est pas le seul, il y en a d'autres qui sont comme ça,
Si je prends la carte du fouet et de la verge, hein, normalement j'ai juste un dessin comme ça avec un fouet, eh bien je vais avoir une femme dessus qui est dessinée, qui tient le fouet. Pourquoi c'est problématique? Parce que dans un premier temps, si je ne fais pas attention à ce qu'elle tient dans la main, je peux me dire que c'est la carte de la dame. Donc déjà, ça peut m'induire en erreur parce que je peux confondre avec une autre carte. Mais ça me pose aussi un souci parce que ça rend l'élément principal moins visible. Et du coup, si vous avez plusieurs cartes comme ça qui sont comme ça, voilà, qui mettent pas en avant l'objet principal, eh bien, ça rend vos tirages moins facilement lisibles, ou en tout cas moins rapidement. Il faut être plus attentif. Et puis, une autre chose, c'est que parfois, ça peut venir aussi restreindre la signification que vous pourriez donner à la carte. Par exemple, ici, avec cette femme qui est habillée en tenue légère, eh bien, on va se dire tout de suite, ah bah ouais, le fouet, c'est la sexualité. Alors oui, c'est pas totalement faux parce que le fouet, la verge, bah, ça s'appelle pas la verge pour rien, ça parle de sexualité. Mais pas que, ça peut aussi nous parler de quelque chose de douloureux, quelque chose qui fait mal, d'agressivité, de violence, de conflit, de choses qui sont chroniques ou répétitives, et puis les énergies qui forment des cycles, des choses cycliques. Donc le fait d'avoir ce personnage, bah, ça met en avant qu'un seul aspect de la carte, alors que si j'ai juste mes fouets, enfin mon fouet comme ça, et ben c'est beaucoup plus ouvert en termes d'interprétation. Donc voilà, c'est pas idéal comme ça d'avoir des personnages là où on n'est pas censé en avoir. De même, c'est pas idéal lorsqu'on a des objets dans les arrière-plans qu'on ne devrait pas avoir. Je vais vous expliquer, je vais vous donner des exemples. Par exemple, dans ce jeu, je vais vous montrer la carte du cavalier. Elle est tout à fait normale. On a, hop là, un personnage, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Un personnage, allez, à cheval. Bon, on va le laisser comme ça, voilà. Un personnage à cheval. Donc là-dessus, bon, pas de problème. Si je vais voir la carte numéro 13, qui est ma carte de l'enfant, bah, l'enfant, ils ont eu la bonne idée de le mettre sur un cheval de manège. Donc si vous n'êtes pas familiarisé encore avec votre jeu, que vous ne faites pas le grand tableau, mais que vous faites un tirage à 3 cartes ou 9 cartes, et vous sortez celle-là, bah, vous risquez de la confondre avec la carte du cavalier, et du coup d'avoir une interprétation de carte qui est erronée. Donc voilà, c'est important qu'il n'y ait pas de choses qui viennent distraire ou qui viennent prêter à confusion dans le jeu. On a d'autres exemples dans ce jeu, donc je vais vous montrer tout ça. La carte du bouquet, où est-ce qu'elle est? Voilà. Ici, c'est la carte du bouquet. Dessus, on a un oiseau. Alors du coup, pareil, on pourrait confondre bouquet et les oiseaux. Et en plus, c'est un oiseau avec un long cou, donc on pourrait même confondre avec la cigogne, pourquoi pas. Je vais vous en montrer une autre. Je prépare la page avant de vous montrer, pour pouvoir cacher le titre. Donc si je regarde cette image, j'ai une scène qui a l'air plutôt nocturne d'après les couleurs, j'ai même des petites étoiles. On pourrait penser que c'est la carte de la lune. Eh bien pas du tout, c'est la carte de l'anneau. Donc là encore, une carte qui prête à confusion. Et donc quand on débute, déjà il faut apprendre ses mots-clés, etc. Donc ça sert à rien de venir se compliquer avec un jeu où en plus va falloir se rappeler que l'anneau il ressemble pas à un anneau, que le bouquet il y a des oiseaux dessus mais c'est pas les oiseaux. Enfin bon bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, choisissez un jeu quand même qui reste sobre. Dans un premier temps, ce sera beaucoup plus facile. Donc, je continue avec les choses qui peuvent être bien lorsqu'on apprend. Vous voyez qu'on a des inserts avec des cartes à jouer dessus. En fonction des jeux, il y a des jeux où ça n'apparaît pas du tout. Donc, tout dépend si c'est quelque chose que vous avez envie d'exploiter ou pas dans vos tirages. Mais si vous comptez les exploiter, c'est plus pratique en période d'apprentissage d'avoir le personnage de représenté dessus parce que ça force à y faire plus attention.
Sur certains jeux, on a parfois juste, par exemple, un symbole pique, cœur, trèfle ou carreau, avec dedans ou à côté le nombre. Donc c'est bien parce qu'on a quand même la référence, mais par expérience, je peux vous dire qu'on y prête beaucoup moins attention que si c'était dessiné avec la carte en entier. Et pour ma part, j'utilise pas quand c'est en dessous des cartes de cours. Mais par contre, quand on a des cartes de cours, c'est quand même assez intéressant de se rappeler qu'on a ces associations-là, parce que ça peut représenter des personnes dans votre tirage. Donc par exemple, ma carte de la cigogne, dessus j'ai la reine de cœur. La reine de cœur, ça va représenter une maman ou votre mère ou une personne très douce, assez maternelle. Donc ça pourrait être une assistante maternelle, une institutrice, etc. Si je prends la carte de la maison, dessus on a le roi de cœur. Le roi de cœur, c'est un homme plus âgé, une figure paternelle, pourquoi pas votre père. D'accord? Donc c'est voilà, c'est pas mal d'avoir quand même ces cartes de personnages pour penser qu'ils sont là et y faire attention. Alors les trèfles, hein, c'est des bâtards, c'est des gens qui sont pas très sympas dans le Petit Lenormand. Je préfère vous prévenir. Le roi de trèfle, c'est un homme intelligent, mais qui est capable d'utiliser son intelligence pour vous embrouiller l'esprit. La reine de trèfle, c'est une femme plutôt jeune, qui va être plutôt belle en général, mais qui peut être un petit peu langue de vipère. Voilà, donc du coup, ça peut être bien pendant la phase d'apprentissage d'avoir des cartes à jouer comme ça qui soient suffisamment visibles. Voilà, tout dépend de si c'est quelque chose que vous souhaitez exploiter ou pas, mais quitte à apprendre le système, autant essayer d'en tirer le plus parti possible quoi, quand on est en période d'apprentissage. Alors, donc, maintenant, voilà, c'est pas grave si le jeu que vous achetez ne suit pas toutes ces règles. Il n'y a pas d'obligation à ce que ça suive tout ça. Mais voilà, tout ça, ce sont des choses qui vont permettre que ce soit plus pratique et plus facile. Maintenant, je vais vous parler de petites choses qui sont des préférences d'ordre personnel. Alors, au niveau des cartes, donc personnellement, je préfère lorsque les cartes sont petites. Je vous ai expliqué pourquoi par rapport au tirage, mais aussi parce que quand on débute, on n'est peut-être pas très adroit pour tenir ses cartes, mélanger les cartes, etc. Et avec un petit jeu, la prise en main est plus facile. Ensuite, sur certains jeux, on peut avoir le petit quatrain qui donne l'énergie de la carte. Personnellement, moi je ne suis pas fan de ça parce que je trouve que ça rend les cartes plus chargées visuellement. Et puis, comme il y a une association de cartes, ça va vous renvoyer sur une carte. Donc, vous allez lire le poème sur l'autre, qui va vous renvoyer sur une autre, puis sur une autre. Je trouve que c'est un peu prise de tête. Les symboles qui sont sur les cartes sont suffisamment parlants pour ne pas avoir besoin de lire ces petits quatrains. Donc, voilà, moi, je suis pas fan, mais il y en a qui aiment. Donc, ça, c'est vraiment de l'ordre de la préférence personnelle. Tout comme les cartes à jouer, hein, il y en a certains, ils en ont rien à faire. Donc voilà, tout ça c'est question de préférence. Alors, j'aime bien faire attention à comment se présente le cavalier. Parce que comme on a un personnage dessus, parfois ça peut représenter une personne. Donc ce sera une personne, si c'est un homme, c'est un jeune homme plutôt athlétique. Mais des fois, avec des versions plus modernes du Petit Lenormand, on peut avoir une femme ou on peut avoir des animaux. Donc bon, voilà. Du coup, il faudra adapter. J'aime bien prêter attention à la carte des nuages. J'aime bien qu'on ait deux tons différents, qu'on ait des nuages foncés et puis un côté où le ciel se dégage avec des nuages plus clairs. Alors du côté foncé, hein, si ma carte elle est de ce côté-là, eh bien ça veut dire que je vais rencontrer des problèmes hein, ou une situation confuse, etc. Qui manque de clarté.
Si au contraire, à côté de ma carte, j'ai le côté clair des nuages, bah, cette période de trouble ou de confusion, elle est derrière moi. Voilà, les choses sont en train de s'éclaircir. Donc j'aime bien avoir cette variation de couleurs sur la carte des nuages. Et c'est pas toujours le cas. Donc si c'est pas le cas, vous pouvez compter le nombre de nuages et si vous en avez plus d'un côté, bah, vous considérez que c'est le côté sombre. Et si vous n'avez qu'un seul nuage et que c'est de la même couleur partout, eh bien vous pouvez utiliser une convention mentale où vous vous dites le côté sombre c'est à gauche, le côté lumineux c'est à droite. C'est plus logique que ce soit dans cet ordre-là parce que dans le petit Lenormand, le côté gauche représente les énergies du passé, tandis que le côté droit représente les énergies du futur. Et donc voilà, le passé, et puis hop, dans le futur, ça se dégage, parce que les nuages, ils finissent toujours par passer. Voilà. J'aime prêter attention aussi à la carte des oiseaux, parce que de plus en plus, dans les nouvelles versions qui sont éditées de jeux de Petit Lenormand, on va retrouver des hiboux ou des chouettes à la place des oiseaux. Normalement, c'est des petits oiseaux, parce que le Petit Lenormand, cette carte, là, ça va représenter la communication orale. Voilà, on a le côté un petit peu de piailler, de cancaner, de parler, d'avoir des rumeurs, des oui-dire. Et du coup, ça va mieux avec l'énergie des petits oiseaux. Et puis, on peut avoir aussi un peu l'idée d'agitation et de stress. Et ça, on le perd avec les hiboux et les chouettes parce que on va plutôt être sur des énergies de discussion profonde et intéressante, presque philosophique. Et puis on a la sagesse, une certaine tranquillité, on va pas avoir l'agitation et la nervosité. Donc du coup c'est pas la même chose quoi. C'est pas la même énergie. Donc des fois il peut y avoir des jeux où il y a des cartes supplémentaires, comme par exemple avec les rêves enchantés de Lenormand de Shiro Marchetti, où vous aurez plusieurs versions des oiseaux. Vous pouvez décider de garder les deux pour avoir des messages différents ou voilà, choisir ce qui vous intéresse. Mais si je dois avoir un jeu où il n'y a que 36 cartes, bah, je préfère avoir des petits oiseaux ou à la limite des oiseaux de basse-cour parce qu'on a le côté un peu... voilà, ça piaille, ça glousse, ça rigole, etc. Voilà. Ensuite, personnellement, j'aime bien que tout ce qui représente des astres, donc les étoiles, le soleil et la lune, ce soit des jolies cartes parce que... généralement, j'aime faire attention à ces cartes-là. C'est des cartes qui me plaisent. Pareil pour l'anneau. C'est mon côté un petit peu fifi, girly. Le chien. J'aime bien avoir un chien qui a l'air sympathique, mignon, qui ne fait pas peur. Parce que c'est la carte de l'amitié. Et du coup, si j'ai un chien qui fait un peu chien de garde dangereux, bah, c'est un peu contradictoire avec l'énergie, enfin le message de la carte. Sur la carte des chemins, j'aime bien avoir une fourche ou des panneaux qui vont dans différentes directions parce que ça nous fait bien comprendre qu'on va devoir prendre une décision. Sur la carte du livre, j'aime bien avoir un livre qui est soit fermé ou soit ouvert, mais ouvert avec une direction. Vous voyez, tourné dans un sens comme sur cette carte. On voit que la reliure elle va être plutôt vers la gauche et puis l'ouverture à droite. Et s'il doit être ouvert, je préfère qu'il soit dans ce sens-là. Je vous explique pourquoi. La carte du livre, c'est la carte des... Alors ça peut être la carte des études, etc. Mais c'est aussi la carte des choses qui sont secrètes, des mystères. Et du coup, ce qui va être du côté de la couverture, c'est ce qui est dans le passé, hein, parce que souvent les secrets, ils sont déjà là, hein, donc ils ont été faits dans le passé. Et puis, en termes de par exemple, quand je pense au théâtre, en termes de mise en scène, quand on fait une mise en scène, on a le côté jardin et le côté cour. Le côté jardin, ça représente la sphère privée. Le côté cour, ça représente la sphère publique. Eh bien, c'est un peu pareil avec cette carte du livre. Ici, on va avoir du côté de la couverture les choses qui n'ont pas encore été révélées, donc les choses qui appartiennent au passé et qui sont encore dans la sphère privée. Et puis, une fois que le livre a été ouvert, eh bien, on va voir quelle est la réaction derrière. Et puis,
comment ça, voilà, la réaction avec la sphère publique. Donc du coup, voilà, si j'ai un livre dans un jeu qui est ouvert face à moi comme ça, tout plat, eh bien, je vais utiliser cette convention mentale. Alors, par rapport aux cartes de l'homme et de la femme, de plus en plus dans les jeux modernes de Petit Lenormand, on nous propose 2 hommes et 2 femmes pour pouvoir éventuellement échanger pour les couples de même sexe ou pour choisir des personnages qui nous plaisent plus. Et puis, particulièrement avec les créateurs américains, de plus en plus pour des questions de politiquement correct et d'être le plus inclusif possible, ils ont tendance à mettre des choses qui sont neutres en termes de genre. Alors, le jeu, quand il a été créé au 19e siècle, il n'y avait pas ces préoccupations-là. Mais pour les Américains, actuellement, c'est quelque chose qui les préoccupe beaucoup. Donc, de plus en plus, dans les jeux modernes, on n'a plus forcément un homme et une femme. Et on peut avoir des choses plus neutres. Alors, je peux comprendre pourquoi, et à la limite, c'est pas ce qui me dérange le plus. Ce qui peut m'embêter un peu plus, c'est quand on a des personnages qui sont juste de face, ou un objet qui est juste de face, où on va pas avoir la possibilité de les faire se regarder ou se tourner le dos. Pourquoi ça peut être intéressant dans un tirage d'avoir cette directionnalité? C'est parce que si mon consultant et ma consultante, enfin, où l'homme et la femme se regardent, eh bien, ils sont toujours dans le futur l'un de l'autre. Ils regardent dans la même direction. Ou en tout cas, ils sont tous les deux d'accord sur quelque chose. Ils ont les mêmes objectifs, les mêmes points de vue, etc. Si nos personnages se tournent le dos, ça peut dire que chacun est focalisé sur des choses différentes, qu'ils ont peut-être des points de vue divergents sur leur avenir. Voilà, et pourquoi pas qu'ils sont brouillés ou qu'ils vont se séparer. Donc c'est intéressant d'avoir ces directions-là sur l'homme et la femme. Et puis une des dernières cartes à laquelle j'aime bien prêter attention également, c'est la carte des lys. Alors pour moi un lys c'est cette fleur-là et pas autre chose. Et c'est pas forcément le cas pour les anglo-saxons. Pour les anglo-saxons, donc le mot qui sert à dire le lys, c'est lily. Et ils ont plusieurs fleurs où il y a lily dedans. Donc par exemple, ils ont water lily, ce sont les nénuphars. Bah, du coup, il y a des jeux où on a des nénuphars. Il y a lily of the valley, c'est le muguet. Donc des fois, on peut avoir du muguet aussi. Il y a ce qu'on appelle les calas aussi. Bon, bref. Donc voilà. Sachez que des fois, le lys, c'est pas forcément le lys tel que nous, on l'entend quand ça vient de l'étranger. Mais voilà, du coup, j'ai une préférence quand c'est un lys comme ça, parce qu'au moins, il n'y a pas de doute, c'est facile à identifier. Et puis, le lys peut arriver de 2 couleurs. Donc, on peut avoir le lys blanc ou le lys rouge, rouge orangé. J'ai une préférence pour les lys blancs, parce que ça va suivre la tradition plutôt française et il y a plus de signification qu'avec le lys rouge. Avec le lys rouge, ça va être symbole de sexualité. Avec le lys blanc, ça va être symbole de loyauté, de pureté, de droiture, d'honnêteté, de maturité. Ça peut représenter le domaine légal, un homme de loi. Voilà, il y a plus de choses. Et puis évidemment, comme c'est un lys, on peut quand même avoir ce côté sexualité. Par exemple, si ça tombe dans un tirage par rapport à la fidélité ou un tirage par rapport à la santé. Donc du coup, je préfère cette version-là du lys parce que je trouve que c'est plus, voilà, c'est plus riche en symboles. Voilà, donc ça c'était pour toutes mes préférences et les choses auxquelles je vous conseille de prêter attention lorsque vous choisirez votre jeu. Évidemment, ce ne sont que des recommandations. Alors maintenant, comment se procurer votre premier jeu de Petit Lenormand? Eh bien, vous pouvez l'acheter via différentes sources. Vous pouvez les acheter auprès de votre libraire. Il faut savoir que ces jeux ont un numéro ISBN qui... Même s'ils ne sont pas en rayon, ils peuvent peut-être passer commande et le commander pour vous. Si par exemple, vous ne pouvez pas faire d'achat sur Internet.
Vous pouvez aussi vous rendre dans des enseignes type Cultura ou Fnac. Généralement, ils en ont au moins 1 ou 2 exemplaires. Voilà, sachez qu'il y a plusieurs éditeurs hein, qui publient des jeux avec différentes illustrations. Et puis, vous pouvez vous fournir sur les plateformes en ligne, type eBay, Amazon. Et vous pouvez aussi commander directement des jeux qui ont été faits par leurs créateurs, qui ne passent pas par des maisons d'édition. Donc pour ça, vous pouvez aller directement sur la boutique du créateur du jeu ou sur des sites comme Etsy, E-T-S-Y, Etsy. Vous tapez Petit Lenormand ou Oracle Lenormand dans la barre de recherche et vous aurez plein de résultats. Vous pourrez voir plein de belles choses différentes et il y aura forcément quelque chose qui peut vous taper dans l'œil. Donc ça c'est pour comment les acheter ou en acheter. Après je vais vous faire des recommandations de jeux qui sont sympas pour commencer, qui faciliteront l'apprentissage. Donc moi j'ai commencé avec celui-ci, je le trouve plutôt pas mal parce qu'il suit pas mal des règles qui permettent d'avoir un jeu simple. C'est celui édité par Piatnik. Donc celui-ci, je l'ai acheté sur Amazon pour environ 7 €. Vraiment pas cher. Vous avez aussi celui de Grimaud, hein, qui arrive dans une petite boîte rouge avec un petit macaron jaune. Par contre, dessus, vous aurez le petit poème. En fait, tous ceux qui sont un peu vieillots, comme ça, un peu traditionnels, ils sont bien pour débuter parce que ils sont pas chargés, on voit ce que c'est. Enfin, c'est la base, donc forcément, il y a ce qu'il faut et pas autre chose dessus. Après, je peux comprendre que l'esthétique un peu vieillotte, ce soit pas votre truc. Donc dans les vieillots, hein, je vous ai dit, il y a celui-là, il y a le Piatnik, il y a le Grimaud, il y a le Carreras, il y a le French Cartomancy chez Los Scarabeo. Voilà, il y en a plein. D'accord. Il y a le Hurle Normand aussi. Si vous voulez vous tourner vers des choses un peu plus modernes en termes de graphisme, toujours publié chez les éditeurs comme ça, vous pouvez par exemple vous diriger vers le Gulliver Lenormand de Gulliver l'Aventurière. C'est publié chez Arcana Sacra. Il est vraiment super simple au niveau de l'esthétique, en noir et blanc. Voilà. Très bien pour commencer. Il y a le Maybe Lenormand aussi qui est pas mal et le Pixies Standing Lenormand. Donc vous pourrez voir dans ma playlist sur le Lenormand ou dans ma vidéo Bibliothèque de la cartomancienne, mes jeux de petit Lenormand, où je vous présente tous mes jeux de Lenormand. D'accord. Qui est pas mal pour commencer aussi, vous avez un qui s'appelle le Cute Little Lenormand. Alors c'est un jeu en anglais, mais des vidéos pour apprendre le petit Lenormand ou des livres, on en trouve en français. Donc c'est pas la peine de vous restreindre par rapport à ça, parce que de toute façon ils ont tous la même signification. Donc voilà, vous n'aurez pas de mal à trouver des informations, même si le jeu a été fait par un anglo-saxon ou un russe ou n'importe qui. Donc ne vous privez pas. Le Cute Little Lenormand, il est vraiment très épuré, très simple. Et puis sinon, après, il y a des jeux qui sont faits par des artistes, des créateurs. Donc, je vous recommande le Tanis Lenormand de Célia Mélesville. Il est très bien pour débuter. Et en plus, il a une énergie très douce et réconfortante, donc il est très sympa. Je vous recommande les jeux d'Alexandre Musruck ou Musruck. Notamment le petit Lenormand néophyte ou l'apprenti petit Lenormand, parce que dessus il écrit des mots-clés qui correspondent à la signification des cartes, donc ça peut vraiment aider lorsque vous apprenez. Enfin voilà, il a fait des dizaines de jeux de petit Lenormand, donc je vous invite à jeter un œil sur son site. Et puis il a écrit des livres aussi, il a fait des tonnes de vidéos qui sont super bien faites. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder son site et son compte YouTube pour vous renseigner si vous êtes intéressé par le petit Lenormand. Et puis pour apprendre aussi les vidéos de Elvira Voyance ou de Solveig Guir. Donc l'un des trois, ils sont très très bien. Et puis sinon, comme je vous ai dit, hein, sur Etsy, il y a pas mal de choses.
Et puis sur Etsy, oui, il y a le jeu le Graven Chase le Normand que j'ai, qui est pas mal, qui est assez simple. Et puis il y en a plein d'autres, hein. Il y en a où c'est avec des photos aussi qui sont assez parlants. Voilà, vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaît. Donc voilà, je vous souhaite une bonne recherche et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et ben voilà, bon apprentissage à vous. Et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous à tous, bye!